Le podcast que vous vous apprêtez à écouter fait partie d'une série BRCA J'en parle, conçue en partenariat avec les associations de patients BRCA France, Génétique Cancer et Imagine. Comprendre, échanger, s'exprimer sur ces différents cancers du sein, de l'ovaire, de la prostate, du pancréas liés au gène BRCA est important, essentiel même. Merci à celles qui ont accepté de témoigner avec leurs mots, leur cœur, leur fragilité et leur force pour que chacune, chacun puisse mieux comprendre afin de mieux dépister, mieux prévenir et peut-être un jour guérir. Marie-Josée, vous avez 74 ans, vous avez eu notamment un cancer des ovaires et à cette occasion, vous avez appris que vous étiez porteuse du gène BRCA. Alors vous êtes la première femme de votre famille à avoir été identifiée, vous avez donc dû transmettre l'information à vos proches. Bien sûr, vous allez nous raconter ce chemin, mais tout d'abord, commençons par le début. Racontez-nous comment vous avez découvert votre cancer des ovaires. Alors, je l'ai découvert à Noël 2004 en trouvant des pertes. J'en ai déduit que c'était probablement des pertes, un peu de sang, comme j'étais ménopausée depuis un bon moment. Je suis allée voir immédiatement ma gynécologue qui m'a demandé de faire une analyse de sang et une échographie. Et à l'échographie, on a découvert un gros ovaire vascularisé. Donc, c'était extrêmement douteux. Voilà. Alors, j'avais 58 ans. À la suite, opération, etc., etc. Comment ce cancer a-t-il été diagnostiqué? Vous avez vu votre gynécologue et ensuite? Donc, elle m'a envoyé immédiatement faire une échographie, essentiellement. L'échographie a montré un gros ovaire à vérifier rapidement. Donc, moi, j'ai traduit ça tout de suite par ça sent mauvais. Ma gynécologue, qui me connaissait bien, qui était très énergique, a réussi à m'avoir un rendez-vous très rapide chez un chirurgien. Et j'ai été opérée dans la foulée, puisque je crois que j'ai été opérée fin janvier, alors que j'avais eu l'échographie tout à fait le 2 ou 3 janvier. Comment avez-vous su que ce cancer était lié à une mutation du gène BRCA? C'est au suivi du cancer, la cancérologue m'a demandé s'il y avait des antécédents dans ma famille. Et effectivement, j'avais une tante qui était décédée d'un cancer de l'ovaire dans les années 70-80. Sa fille est décédée d'un cancer du sein. Enfin, on a trouvé quelques cancers gynécologiques dans la famille. Et à ce moment-là, donc c'était en 2006, elle m'a proposé de faire une recherche génétique. Donc, je suis la première dans la famille qui a fait la recherche génétique. Vous aviez entendu parler jusqu'alors de la mutation de ce gène BRCA? Non, jusqu'alors, non. Et votre gynécologue vous a donné quelques éléments au cours de ce premier entretien ou c'est venu après? Je pense que c'est la cancérologue qui m'en a parlé, qui me l'a expliqué. Comment dire, j'ai un esprit assez scientifique, bien que je ne sois pas du tout dans la partie. Et bon, j'ai compris très vite de quoi il retournait. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme élément d'information? Qu'il y avait une possibilité d'une mutation sur un gène un gène qui prédisposait, enfin la mutation, exactement le gène défectueux, faisait qu'on était prédisposé au cancer du sein et de l'ovaire. Rappelez-moi en quelle année c'était? Alors c'était en 2006. Oui. Donc on ne parlait pas encore à cette époque-là de cette mutation de ce gène BRCA. J'avais pas entendu, non. Alors lorsque vous avez rencontré l'oncologue, que vous a-t-il dit? Alors, elle m'a dit que j'avais effectivement cette mutation et puis que, en fin de compte, pour moi, ça ne changeait pas grand-chose, mais que par contre, pour les femmes de ma famille, enfin, qui m'étaient directement apparentées, ça pouvait être important, enfin, c'était important de le savoir. Et alors, vous mesuriez l'impact à ce moment-là, justement, sur votre famille ou pas? L'impact pratique, bah oui, évidemment, mais en l'occurrence, enfin moi je le voyais plutôt comme une chance, quoi, c'est-à-dire
pouvoir être suivi de près, enfin pouvoir agir, plutôt que de laisser le destin faire. Donc, du coup, j'ai prévenu toutes les femmes de ma famille qui étaient susceptibles d'avoir un lien. Donc c'est vous qui avez porté ce message qui n'était pas Oui, oui. forcément, alors vous parlez de chance, mais j'imagine que pour certaines personnes, quand elles ont reçu ce message, ce n'était peut-être pas une très bonne nouvelle quand même. De toute façon, ce n'était pas une très bonne nouvelle. Toutefois, ce n'est pas parce que moi j'avais cette mutation qu'elle l'avait nécessairement. C'était juste un risque. C'était peut-être pas une condamnation absolue, puisque le gène se transmet, mais de façon aléatoire malgré tout. Donc concrètement, comme j'ai déduit de l'histoire que ça venait certainement de la famille de ma mère, j'ai prévenu mes frères et mes nièces, et j'ai prévenu ma petite cousine qui était d'ailleurs la fille de ma cousine déjà décédée. D'accord. Et puis voilà, et puis ça s'est arrêté là puisque je ne voyais pas d'autres personnes à prévenir. Vous avez le souvenir d'une réaction particulière? Comment ça s'est passé? Alors, pour l'immense majorité, elles m'ont remercié, enfin il n'y a pas eu de souci. En ce qui concerne une de mes nièces, je ne l'ai pas prévenue, mais j'avais prévenu mon frère parce qu'il se trouve que cette nièce avait déjà hérité de sa mère du gène de l'adrénoleucodystrophie, ce qui n'est pas franchement plaisant. Donc j'ai prévenu mon frère, je lui ai demandé lui de se faire dépister. Parce que s'il était négatif, c'était pas la peine d'ennuyer ma nièce et de lui donner des soucis pour ça. Hélas, il était positif. Du coup, on l'a dit à ma nièce, qui elle-même était en train d'essayer d'avoir des enfants, qui les a eus et qui s'est fait dépister ensuite. D'accord. Elle est positive. Donc vous avez été porteuse de cette nouvelle. Vous-même, vous étiez à ce moment-là malade ou peut-être déjà en cours de traitement. Comment vous viviez cette histoire-là? Alors, en fait, c'est quand j'ai su que j'étais positive, c'est le moment finalement où j'ai été le plus perturbée pendant, bon, ça a duré une dizaine de jours, où je me sentais vraiment pas bien, quoi. Bon, finalement, donc j'étais pas bien. Et au bout d'une dizaine de jours, j'ai eu une visite chez ma gynécologue qui m'a dit, bah, écoutez, de toute façon, bon, vous avez ce gène-là, vous n'êtes pas plus malade pour ça. Hein, Et ça m'a, je sais pas, ça m'a remis d'aplomb. Et franchement, je prends ça, moi, avec, bon, bah, c'est pas de chance, voilà, mais on vit avec, et puis... Enfin, pour moi, ça ne me pose pas de problème. C'est comme ça. Mettons que si je l'avais su avant, je me serais fait enlever les ovaires dès la cinquantaine et j'aurais échappé à bien des ennuis. C'était, Marie-Josée, votre premier cancer, ce cancer-là? Non, alors j'avais eu un petit cancer, non, un cancer du sein intracanalaire in situ, c'est-à-dire, et en plus peu agressif. Donc, voilà, mais 11 ans auparavant, et j'en avais pas réentendu parler. Et à l'époque, on m'avait dit, bon, mais ça, c'est pas grave, on le traite, et puis c'est fini, vous n'en entendrez plus parler. Et j'en ai entendu parler, mais plus tard. Alors aujourd'hui, donc vous êtes grand-mère, hein, si j'ai bien compris. Oui. Donc c'est vous qui avez évoqué ce sujet auprès de vos petites filles ou vos petits Alors, garçons, je ne sais pas. non, pour le moment, bon, ma fille, donc la maman de ces deux jeunes filles, est donc positive, a eu un cancer du sein, donc ses filles le savent, etc. Je pense qu'elles sont, comme on ne s'est jamais caché de ça en famille, elles savent que j'ai une mutation, elles savent que leur mère l'a. Comme elles ont pour le moment 14 et 17 ans, on n'a pas évoqué la question vraiment. Mais je pense qu'elles savent plus ou moins que ça peut se transmettre. D'accord. Donc elles ont quand même déjà des informations Elles sur ont le déjà des sujet. informations, voilà. Mais D'accord. pour le moment, bon, elles ne sont pas encore, d'une part, elles n'ont même pas l'âge de faire la recherche. Bon, je pense que c'est pas encore, enfin, j'en ai pas encore parlé avec ma fille à propos de la plus âgée qui a 17 ans. On attend de toute façon que les choses se passent pour le moment.
Alors, une question un petit peu générale. Cette histoire-là qui vous concerne directement, elle date d'il y a une quinzaine d'années. Est-ce que Oui. vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on parle suffisamment, en termes d'information générale, de cette mutation de ce gène BRCA? Alors, moi, j'ai l'impression qu'on en parle, mais je me demande si les femmes sont... Enfin, moi, je suis étonnée par le fait que les femmes ne sont pas très au courant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah, dans mes relations, etc., je me demande dans quelle mesure, au fond, il n'y a pas quand même beaucoup de gens qui n'ont pas envie de savoir. C'est possible. Souvent, je suis étonnée, moi, par le manque d'informations, mais moi, je suis très curieuse de nature. Donc, je m'informe un peu tout le temps de tout ce qui me passe à portée de la main. Mhm. Et voilà, il me semble que euh, des femmes qui ont un cancer, par exemple, enfin un cancer du sein vulgaire et courant, si je puis dire, découvrent qu'on fait de la chimiothérapie, découvrent ce que c'est que la radiothérapie et, et l'histoire des gènes. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que les femmes, enfin les femmes, certaines femmes du moins, soient très réceptives à l'information. D'accord. Donc, en fait, pour vous, l'information existe, mais Oui, tout le monde n'a pas forcément envie d'être très pointu sur le sujet, comme si c'était une absolument. façon de se défendre. Voilà, ne pas en parler, ça, on n'y pense pas. Après, il faut aussi, enfin, ça peut être difficile de vivre en se disant je risque ça, il peut m'arriver ceci, voilà. C'est pas, il y a des gens pour qui il vaut mieux ne pas y penser, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai que lorsqu'on vous écoute, Marie-Josée, on sent une certaine forme de distance ou de sérénité, comme on voudra. J'imagine que dans votre entourage, tout le monde ne vit pas les choses exactement de la même façon que vous. Alors, bon, il se trouve que dans les personnes, enfin dans les personnes qui étaient susceptibles, il y a une de mes nièces, enfin non, mes deux nièces et deux de mes filles. Et l'une d'elles a pris les choses, c'est celle qui a pris les choses le plus mal et qui était justement dans cette optique. Si je n'en parle pas, si on ne m'en parle pas, ça ne peut pas arriver. Mais si on m'en parle, ça va arriver. Et elle avait cette espèce de pensée magique, je dirais, qui l'a menée d'ailleurs enfin, à mal se traiter et malheureusement, elle en est décédée. Est-ce que vous avez le sentiment que les médecins sont à l'aise, en parlent suffisamment ou on parle de la bonne façon au travers de ce que vous avez vécu ou de ce qu'on vous a relaté? Pour moi, je veux dire, tous les médecins à qui j'ai eu affaire, je n'ai qu'à m'en féliciter. Mais je crois que j'étais aussi sur la même longueur d'onde qu'eux, c'est-à-dire pas très impressionnable. Oui, moi, je l'ai toujours considéré de façon très, très pragmatique. Bon, c'est pas agréable. J'aurais préféré que ça ne m'arrive pas, et encore moins à mes enfants, et encore moins à mes petits-enfants. Mais pour moi, ça fait partie de la vie. Bon, ben, c'est comme ça, voilà. Bon. Donc, je me suis trouvée, enfin, je n'ai pas eu de difficulté avec avec les médecins, sauf éventuellement une fois quand il s'est agi, puisque j'ai eu ensuite un cancer du sein plus sérieux, et quand il s'est agi de m'enlever les seins, où la chirurgienne refusait de m'enlever les deux seins à la fois en me disant mais vous vous rendez compte votre image corporelle et et moi je disais mais mon image corporelle je sais très bien ce que c'est, j'ai pas de problème. Elle avait l'air de savoir mieux que moi ce que j'allais ressentir et ça m'a considérablement agacée. Par contre, avec les autres médecins, je me trouvais, comment dire, pas sur pied d'égalité, parce que naturellement, eux avaient les connaissances médicales, mais sur le plan humain, je me suis trouvée très, très à l'aise. Et puis sans aucun problème pour poser des questions, éventuellement discuter, dire bon, vous me proposez ça, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Est-ce qu'on est obligé d'en passer par là? Voilà. C'est ce qui m'est arrivé à deux reprises.
Bien sûr. Et Marie-Josée, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à une femme qui a un peu de mal à justement aller chercher les informations aujourd'hui, 15 ans après? Alors déjà de se faire aider parce que enfin, ne pas hésiter à aller voir bon, une association. Déjà, oui, chercher une association parce que ce sont des femmes qui ont vécu ça, qui peuvent l'aider, lui donner des conseils, etc. Et elle sera justement plus sur le même niveau qu'avec un médecin où peut éventuellement se trouver, ne pas oser, se dire, ne pas comprendre le vocabulaire, ne pas oser demander d'explications, etc. Je pense que les associations, c'est quand même ce qui peut aider en premier. Bon, il y a l'entourage aussi. Alors justement, Marie-Josée, parlons un petit peu de l'entourage. Vous, vous êtes faite le porte-parole de cette particularité. Vous avez sans doute peut-être un compagnon, un mari. Il y a des hommes également dans la famille. Est-ce que vous avez senti de l'aide, un soutien, une écoute de façon plus générale? Alors, moi, j'ai été très bien entourée, enfin, et je reste toujours très entourée par ma famille. Alors, entourée, mais pas, je dirais pas forcément aidée, mais parce que, au fond, j'ai pas vraiment besoin d'aide. Jusqu'à présent, tout s'est bien, enfin, c'est plutôt bien passé, même si j'ai eu enfin, c'est une histoire à épisodes et qui n'est toujours pas terminée. Je me suis toujours sentie sur la bonne voie pour repartir pour un nouvel épisode. Et physiquement, j'ai bien supporté les traitements. Voilà. Mettons que j'ai toujours été sur une voie plutôt positive. Donc, c'est quand même plus facile que quand on voit que les choses marchent mal, que les traitements n'ont pas d'effet, qu'on est de plus en plus fatigué. Donc, je n'ai pas eu vraiment besoin d'aide à proprement parler, mais par contre, je suis très bien entourée. C'est important. Voilà, oui, oui, ça c'est très, très, très important. Alors juste, je vais vous poser une question peut-être un petit peu délicate. Vous avez perdu une fille, vous avez des petites filles. Si vos petites filles étaient concernées lorsqu'elles feront le test, peut-être qu'elles vont recevoir cette mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ce moment-là? Vous avez déjà imaginé ce cas de figure? Tout ce que je pourrais leur dire, c'est que, bon, vous voyez, bon, moi je suis toujours là, tout va bien, je vis normalement. Ceci dit, moi ça m'est arrivé à un âge où, comment dire, ma vie de femme, enfin de mère, enfin ma vie d'être humain n'était pas du tout terminée, mais ma vie sur le plan purement féminin, c'était déjà fait. J'étais ménopausée, j'avais mes enfants, je suis mariée. Bon, ça n'a pas influé vraiment, sauf les moments évidemment où j'étais en traitement, où j'étais opérée. Ça n'a pas vraiment eu d'influence sur ma vie, même sur ma vie sexuelle en fin de compte. Sur ma vie, sur mon pouvoir de séduction, mettons que je suis passée, je suis sur un autre plan. Mais bon, pour mes petites filles, par exemple, qui sont à l'aube de leur vie sentimentale, etc., c'est une autre question. Je ne pourrais pas leur dire, oh, vous savez, c'est pas grave. Hein. Non, ça peut avoir pour elles des conséquences plus difficiles à supporter. Mais la médecine progresse. Oui, 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 tout à fait. De toute façon, bon, déjà, même en admettant qu'elles soient porteuses, ça ne les condamne pas à avoir les cancers du sein ou de l'ovaire. Elles ont un fort risque, certes, mais c'est tout. Je veux dire, ma mère est morte à 90 ans en n'ayant jamais rien eu. Or, c'est clairement par elle que c'est passé. Donc, moi, je leur dirais aussi ça. Mais c'est vrai que, bon, pour mes petites filles, ça, enfin, je dirais que moi, je ne suis pas optimiste, mais je suis positive. Après, si elles sont atteintes, eh ben, il sera temps de voir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, si elles font une surveillance rapprochée, ce qui est probablement le cas, enfin, etc., etc., quoi. Et si elles peuvent tenir, je dirais, jusqu'à 50 ans, eh ben, c'est très bien. Et puis après, la médecine prend le relais, ou aura déjà pris le relais. Je leur conseillerais de ne pas se dire qu'on peut attendre jusqu'à 40 ans pour avoir des enfants si on veut en avoir.
relativement jeune, c'est plus sûr. C'est un message qui ouvre sur l'avenir. Marie-Josée, merci pour ces propos positifs. Je pense que pour un certain nombre de femmes et d'hommes d'ailleurs concernés par la mutation de ce gène BRCA, vos propos peuvent être très réconfortants. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je crois que c'est un petit peu en substance votre message. C'est tout à fait ça. Et oui, je pense qu'il faut se battre. Voilà. Après, moi, je pense que j'ai eu aussi pas mal de chance parce que c'était, un cancer de l'ovaire, c'est pas gagné d'avance, mais j'ai toujours réussi. Moi, la chance, c'est que les traitements marchent avec moi. Bon, ils ne marchent pas définitivement, mais ils marchent. Donc, il faut espérer que les progrès de la science permettront à un maximum de femmes de pouvoir dire la même chose que vous. Voilà. Restons optimistes, tout à fait. Si ce podcast de la série BRCA J'en parle vous a aidé, ému, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez l'écouter et le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube Et si on parlait du cancer. Cette série BRCA J'en parle a été développée avec le soutien d'AstraZeneca France et MSD France en partenariat avec les associations BRCA France, Génétique Cancer et Imagine. Ce podcast n'a pas vocation à remplacer une consultation médicale. Il a pour but de partager un témoignage utile pour les personnes concernées par un cancer lié au gène BRCA. Chaque témoignage est unique et fondé sur une expérience personnelle. En cas de questions ou doutes sur votre traitement ou sur une maladie, consultez votre médecin.